merci du pacte du pouvoir de vivre pour cette invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot quand même pour me présenter. Donc, je suis Benjamin Crétin. Je travaille pour le réseau Action Climat, qui est donc, pour les personnes qui ne connaîtraient pas le réseau Action Climat, une fédération de 27 associations nationales et d'associations locales, dont certaines grosses associations comme Greenpeace, le WWF ou encore la Fédération des usagers de la bicyclette. C'est une action qui mène principalement des actions de plaidoyer, avec une expertise sur les politiques de lutte contre le changement climatique, et qui donc effectue la coordination de ce réseau d'acteurs et qui a aussi une mission pardon, d'information et de sensibilisation, voilà, pour laquelle moi je travaille plutôt, et dans le cadre de laquelle aujourd'hui je vais vous présenter donc les points clés du rapport du GIEC. Voilà, moi, au sein de cette association, je suis chargé de sensibilisation au changement climatique. C'est-à-dire que donc, moi, je viens du milieu de la vulgarisation scientifique. Donc, mon rôle, c'est d'étudier ce que disent les scientifiques sur le changement climatique et d'en extraire des contenus simplifiés pour les expliquer à différents types de publics. Donc, voilà, moi, j'aime bien préciser d'entrée que je ne suis pas scientifique moi-même. Donc, je connais assez bien le rapport maintenant pour avoir pas mal travaillé dessus, avoir réalisé quelques décryptages de ce rapport, mais je ne connais pas non plus par cœur tous les détails. Donc voilà, durant la phase de questions-réponses, j'essaierai de répondre à vos questions, mais voilà, je vous préviens que je ne connaîtrai pas forcément tout, mais je pourrais vous renvoyer vers des contenus complémentaires si vous le souhaitez. Et voilà, je ne suis pas non plus chargé de plaidoyer, donc si vous avez des questions plus concrètes sur la mise en place des solutions présentées via des politiques publiques par exemple, je pourrais vous renvoyer plutôt vers mes collègues au réseau Action Climat. Voilà pour cette petite présentation pour commencer. Hem, Comme c'est difficile de résumer un rapport de plusieurs milliers de pages en 25 minutes, j'ai fait le choix de partir sur 10 points clés du rapport. Donc voilà, forcément, ce ne sera pas quelque chose d'exhaustif. L'idée, c'était de faire ressortir 10 points qui nous semblaient saillants sur ce rapport et qui peut être intéressant de retenir. Donc évidemment, on ne fera pas tout le tour du rapport, mais voilà le format qu'on a choisi de présenter aujourd'hui. Avant de rentrer sur ces 10 points clés et dans le vif du sujet, une petite introduction sur ce que c'est que le GIEC. Je pense que c'est toujours important de faire un rappel sur le fonctionnement du GIEC. Donc, le GIEC, c'est l'acronyme pour le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est un organisme de l'ONU qui a été créé en 1988. Et c'est toujours important de rappeler que le GIEC ne produit pas de nouvelles recherches. C'est un groupe qui évalue l'ensemble des connaissances scientifiques qu'on a sur le changement climatique. Donc concrètement, il étudie des milliers, voire des dizaines de milliers de publications sur le changement climatique et sur le climat plus généralement, en faisant appel à des chercheurs et des chercheuses du monde entier et dans de nombreuses disciplines. Donc dans le GIEC, on a des climatologues, des biologistes, des géologues, des économistes, des sociologues, etc. Et ensemble, ils travaillent voilà, pour évaluer tout ce qu'on sait sur les connaissances scientifiques dans le but de produire un état des lieux de tout ce qu'on connaît et ce qui va derrière pouvoir servir de base pour ensuite que d'autres personnes s'en saisissent et voient comment on peut réagir et comment on peut agir en faveur du climat. Et c'est important aussi de rappeler que le GIEC ne fait pas de recommandations. On entend parfois dans les médias la formule «le GIEC recommande de faire ci ou ça». Ça, pour le coup, c'est faux. Le GIEC, par essence, ne recommande rien. Alors parfois, la limite peut sembler un petit peu ténue parce que le GIEC se réfère toujours en fait à des objectifs. Donc le GIEC peut dire: «Pour atteindre tel objectif, cette solution est possible, cette solution n'est pas possible». Mais le GIEC ne dira jamais «Il faut faire ci» ou «Il faut faire ça». Hem Un petit mot, donc pour terminer sur le GIEC, sur, le rapport en lui-même. On a parfois l'impression, enfin moi c'est ce que j'entends souvent, que le GIEC sort souvent des rapports, qu'on est un peu perdu dans le nombre de rapports qui sortent. En réalité, le 6e rapport d'évaluation du GIEC, c'est un gros rapport qui contient plusieurs parties. Et donc voilà, quand on parle du 6e rapport du GIEC, en fait, c'est un condensé de ces 3 parties que je vous ai remis ici. Donc une première partie qui est sortie en août 2021 sur les bases scientifiques physiques, une deuxième partie qui est sortie en février 2022 sur les conséquences en gros du changement climatique, et une troisième partie qui parle plutôt des solutions de comment réduire les émissions de gaz à effet de serre qui est paru en avril 2022. Et tout ça, plus quelques rapports spéciaux qui ont été publiés entre-temps,
C'est ce qui constitue le cycle du 6e rapport d'évaluation du GIEC, qui a été conclu par la publication du rapport de synthèse de ce 6e rapport, qui est paru, là, pour le coup, le mois dernier, enfin, il y a un mois et demi, en mars 2023. Donc, voilà, ce qui est paru en mars 2023, c'est pas un nouveau rapport, c'est la synthèse, en fait, de tout ce qu'on a appris dans ce nouveau rapport, dans ce 6e rapport. Et c'est voilà, c'est la synthèse de la synthèse, en gros, que je vais essayer de faire aujourd'hui. Donc voilà, ceci étant dit, on va passer à nos fameux 10 points clés qu'on a essayé de retenir sur ce 6e rapport du GIEC. J'ai fait le choix de choisir 5 points qui sont plus orientés sur la partie constat, cause et conséquences, et ensuite 5 points sur les solutions pour essayer d'apporter, enfin d'accorder une place un peu importante sur la partie solution qui paraît intéressante et sur laquelle on a parfois le plus de questions et le plus d'incertitudes. Donc le premier point que j'ai choisi d'évoquer, c'est voilà, un réchauffement global causé par les activités humaines. C'est le point le plus basique, mais qui est central dans ce rapport. Euh, Ce que nous dit le GIEC, c'est qu'aujourd'hui, les activités humaines ont entraîné un réchauffement qui est sans précédent, qui est un réchauffement de 1,1 degré par rapport à 1850-1900. Quand on parle du réchauffement, quand on est sur les objectifs de plus 1,5, plus de degrés, c'est toujours par rapport à cette période pré-industrielle, 1850-1900. Et voilà, ce que nous dit le GIEC, c'est qu'on a un réchauffement qui est sans précédent au cours des 2000 dernières années, qui s'est produit depuis 1850. Donc c'est ce qu'on voit là sur cette partie grisée de la courbe en fin de graphique. Et ce que nous dit aussi Jack, c'est que même depuis les 100 000 dernières années, il n'a jamais fait aussi chaud qu'aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, on a un réchauffement qui est d'une ampleur qui n'a voilà, jamais été observée auparavant. Et le, la- l'origine humaine de ce changement ne fait plus aucun doute aujourd'hui. C'est un changement qui est principalement dû, selon le GIEC, aux émissions de gaz à effet de serre, donc en particulier le CO2 et le méthane. Euh, Ce qui est sûr, c'est que ce réchauffement va se poursuivre. Aujourd'hui, je le disais, on est à plus 1,1 degré, même plus 1,2 degré depuis les dernières estimations. Ce réchauffement, il va se poursuivre jusqu'à 1,5, ça on en est sûr, plus 1,5 degré d'ici à 2040 et probablement avant. Donc c'est ce qu'on peut voir là sur cette courbe. Si on se situe au niveau de 2040, là on va continuer à augmenter entre aujourd'hui et les années 30, jusqu'à la fin des années 30. Et ce que fait le GIEC, c'est qu'il étudie différents scénarios qui dépendent principalement de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc les scénarios que vous avez en haut, en rouge, ce sont les scénarios dans lesquels on va continuer à émettre encore plus de gaz à effet de serre. Le scénario qu'on a en jaune, c'est le scénario intermédiaire sur lequel on va en gros poursuivre sur notre trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre. Et les scénarios qui sont en bleu, donc en bas du graphique, ce sont ceux dans lesquels on va avoir une forte baisse, enfin une baisse ou une forte baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et on voit que c'est que grâce à une forte baisse des émissions de gaz à effet de serre qu'on pourra atteindre cet objectif de rester en dessous des plus 1,5 degrés après l'avoir malgré tout atteint. Donc pour rappel, ce 1,5 degré, c'est l'objectif qui a été fixé par l'accord de Paris en 2015. Donc voilà, ce qu'on peut retenir, c'est que déjà, les émissions doivent diminuer de moitié, selon le GIEC, d'ici à 2030, si on veut réussir à atteindre nos objectifs de plus de degrés, voire plus 1,5 degré. Et que voilà, seule une rapide, profonde et soutenue réduction des émissions de gaz à effet de serre limiterait le réchauffement sous ces objectifs. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que chaque niveau de réchauffement supplémentaire entraînera des conséquences qui seront plus graves. Le point 2, c'est qu'on a déjà des changements aujourd'hui qui sont irréversibles liés au changement climatique. On a par exemple la hausse du niveau de la mer. Donc, quand je parle de changements irréversibles, on parle de changements qui sont irréversibles à l'échelle de siècles et de millénaires. C'est-à-dire que c'est des changements qui vont continuer à se poursuivre dans les centaines d'années, voire les milliers d'années qui suivent. Donc voilà, je parlais de la hausse du niveau de la mer. On a aussi la fonte des glaciers et du permafrost et tout ce qui concerne les océans, donc le réchauffement des océans, la perte d'oxygène et l'acidification des océans, ce qui va avoir des graves conséquences sur les écosystèmes océaniques et donc des répercussions aussi sur les sociétés humaines qui en dépendent.
Un autre changement qui est important, c'est que ce qu'on appelle les poumons de la planète, c'est-à-dire donc les océans, les forêts, qui ont un rôle de captation des émissions de CO2 et qui donc vont réduire la concentration des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Donc ces poumons de la planète, plus la planète va se réchauffer, moins elles auront d'efficacité. Donc voilà, on a aussi cet effet-là qui nous fait entrer un petit peu dans cette spirale négative. Un troisième point, c'est la multiplication des événements météorologiques extrêmes. Quand on parle des conséquences du changement climatique, c'est quelque chose, enfin, c'est un des points qui revient principalement. Quand on parle d'événements météorologiques extrêmes, on parle entre autres donc des sécheresses, des précipitations extrêmes, des cyclones tropicaux, des incendies, des vagues de chaleur, des inondations. Et voilà, ce que nous dit le GIEC, c'est que ces événements, avec le réchauffement, donc ça a déjà commencé aujourd'hui et ce sera de pire en pire avec des niveaux de réchauffement plus élevés. Ces événements, ils sont et ils seront plus fréquents, donc ils vont arriver plus souvent et ils seront aussi plus forts, donc ils seront de plus en plus, ils auront des conséquences de plus en plus graves. Alors évidemment, sur ces différents événements, ça dépend des régions du monde, et voilà, selon les événements, on n'a pas tout à fait les mêmes tendances, mais ce qui est sûr, c'est que ces phénomènes vont s'intensifier, et pour prendre un exemple, par exemple en France, on a une intensification des vagues de chaleur. Voilà, pour prendre un chiffre, avant 1989, on pouvait observer environ une vague de chaleur tous les 5 ans environ. Depuis 2010, c'est plutôt 2 par an. Donc voilà, on peut observer déjà à notre échelle, cette forte augmentation, des extrêmes de chaleur en France. Et voilà, dans les autres pays, on a évidemment, d'autres phénomènes, qui se produisent et qui sont, tout aussi, graves et tout aussi, enfin avec une tendance tout aussi importante. Il faut retenir aussi que ces conséquences ne sont pas isolées les uns des autres. On a des conséquences, ce qu'on appelle en cascade, donc c'est-à-dire qu'un de ces phénomènes va pouvoir en entraîner d'autres en cascade et voilà, on a cette combinaison de phénomènes où, par exemple, la sécheresse peut amener, des incendies, les précipitations extrêmes peuvent amener des inondations et cetera et cetera. Un quatrième point, donc toujours sur les conséquences, c'est qu'on va avoir des répercussions, dans tous les secteurs d'activité. Voilà, là, j'en ai pris, 3 pour l'exemple, mais au total, on a 127 risques clés qui ont été identifiés par le GIEC, dans tous les secteurs, dont ces 3-là que j'ai choisi de citer pour donner quelques exemples pour illustrer un petit peu ces conséquences. Donc, par exemple, dans l'agriculture, bah, les événements extrêmes dont on vient de parler peuvent entraîner des lourdes pertes agricoles. Donc, par exemple, pour donner à nouveau un chiffre, les pertes de récoltes qui sont liées aux sécheresses et aux canicules en Europe ont triplé au cours des 50 dernières années. On va avoir aussi des conséquences sur la santé avec une augmentation de la mortalité et de la morbidité qui sont liées notamment aux vagues de chaleur, qui sont liées à la propagation des maladies qui peuvent être propagées par exemple par les moustiques qui vont avoir des zones d'activité plus larges. Hem, Par, également, les pénuries alimentaires qui sont forcément, liées aussi à l'agriculture. On va avoir des conséquences sur la sécurité alimentaire. On a aussi des répercussions forcément sur la biodiversité avec des dommages, sur tous les écosystèmes et beaucoup de disparitions locales d'espèces animales et végétales qui ont déjà commencé. Pour donner un exemple, on a celui des coraux qui est assez emblématique, mais qui est aussi, assez parlant. C'est qu'à un réchauffement de plus 1,5°, donc comme je le disais tout à l'heure, qui sera atteint dans les années 30 a priori, on a, 70 à 90 des récifs coralliens mondiaux qui seront menacés. Et si on a un réchauffement de plus 2°, ce chiffre montre à 99 des coraux menacés. Donc voilà, on voit aussi qu'il y a une graduation, plus on monte dans l'échauffement, plus on va avoir des conséquences pardon, qui seront dramatiques. Pour terminer sur cette partie conséquences, on a une crise qui est socialement injuste. Voilà, malheureusement, c'est pas une surprise. C'est une crise qui est injuste à la fois au niveau des causes et à la fois au niveau des conséquences. C'est-à-dire qu'on a d'une part les plus riches qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre et donc qui sont les plus responsables de ce changement climatique. Donc là, sur ce graphique, on parle des ménages les plus riches dans le monde. On peut voir que les 10% les plus riches émettent 48 des émissions de CO2, tandis que les 50 les plus pauvres émettent seulement 12 des émissions de CO2. Donc il y a vraiment une grosse différence dans la responsabilité liée au changement climatique. Et pourtant, en termes de conséquences,
ce sont les pays défavorisés, donc les moins émetteurs de gaz à effet de serre, qui sont les plus vulnérables face aux impacts du changement climatique. Aujourd'hui, on estime, enfin le GIEC estime qu'il y a entre 3,3 et 3,6 milliards d'êtres humains qui sont dans des contextes très vulnérables au changement climatique. Donc ça représente la moitié de l'humanité. Voilà, on va pas rentrer dans les détails de ce graphique, mais ce qu'on peut retenir, c'est donc voilà, quand on va vers le rouge, c'est les secteurs dans lesquels les risques sont les plus importants et dans le gris, les moins importants. Voilà, on voit qu'en Afrique, on est directement exposé à la plupart, enfin, à l'intégralité même des risques qui sont cités ici dans ce graphique. On peut également citer un autre chiffre, c'est qu'entre 1970 et 2019, on a plus de 90% des décès qui sont dus aux conditions météorologiques, climatiques et hydriques dans le monde, qui se sont produits dans les pays en développement. Donc on voit qu'il y a vraiment une vraie inégalité face aux conséquences du changement climatique. Voilà, on vient de passer sur la partie causes et conséquences. On passe à une partie un petit peu moins déprimante quand même sur le constat. C'est sur les solutions pour réagir face à cette crise climatique. Et on a une première bonne nouvelle du GIEC, c'est que les solutions existent. Les solutions existent pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce que nous dit le GIEC, c'est que dans tous les secteurs, on a des solutions pour réduire au moins de moitié les émissions d'ici à 2030, donc ce qui nous permettrait de rester sur la trajectoire de nos objectifs climatiques. Ce que nous dit GIEC, c'est que c'est possible de limiter ce réchauffement donc à plus 1,5 degré, mais ça va nécessiter des choix politiques qui sont forts, avec une grande transformation de notre société. Mais voilà, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a de nombreuses options qui sont réalisables, qui sont efficaces et qui sont même peu coûteuses, qui existent à court terme, dont certaines vont avoir des impacts positifs immédiats sur le climat, mais pas seulement. On va voir ce qu'on appelle les co-bénéfices, qui sont des bénéfices de l'action climatique qui vont profiter à d'autres secteurs. Par exemple, la réduction des inégalités, l'amélioration de la qualité de l'air ou encore des avantages considérables pour la santé, notamment à travers l'alimentation, à travers la pollution de l'air, etc. Donc voilà, on a quand même des points positifs dans ce rapport. Comment on fait maintenant pour réussir à remplir ces objectifs? Une des premières actions qu'on peut faire, c'est de sortir des énergies fossiles et pour investir dans les énergies renouvelables. Ce que nous dit le GIEC, c'est que avec les infrastructures de combustibles fossiles qui sont prévues aujourd'hui et qui existent, donc les fossiles, pour rappel, ce sont le charbon, le pétrole et le gaz, avec ce qui existe aujourd'hui en termes d'infrastructures, il ne sera pas possible de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Donc concrètement, faire de nouveaux investissements dans des infrastructures de combustibles fossiles, ce n'est pas compatible avec le fait de limiter le réchauffement à plus 1,5 degré. Et même si on continue d'exploiter toutes les infrastructures existantes dans les combustibles fossiles, ce ne sera pas possible de limiter le réchauffement à plus 1,5 degré. Donc, ce que nous dit GIEC, c'est que si on veut réussir à remplir cet objectif, on doit cesser les investissements dans ces énergies. Le GIEC nous dit aussi que bon, il y a suffisamment de financement mondial pour réduire rapidement nos émissions, mais malheureusement, aujourd'hui, les financements pour les combustibles fossiles sont aujourd'hui encore plus importants que ceux pour l'action climatique. Il va falloir malgré tout continuer à produire de l'énergie, et pour ça, le GIEC nous dit que dans toutes ces trajectoires qui sont compatibles avec nos objectifs, on a un investissement massif dans les énergies renouvelables. Voilà, ce graphique qui nous montre que là, pour le coup, on est sur du très court terme, on est à horizon 2030. À horizon 2030, les énergies renouvelables sont ce qui nous offre le plus grand potentiel de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. On est aussi à l'échelle mondiale, hein, ça je précise parce que ça peut dépendre des contextes. Mais en tout cas, à l'échelle mondiale, on a besoin, pour remplir nos objectifs, d'un investissement massif dans les énergies renouvelables. Pour illustrer ça, le GIEC nous dit aussi que les récents investissements dans ces sources d'énergie ont permis des forts progrès, notamment pour l'énergie solaire et l'énergie éolienne, dont les coûts ont baissé respectivement donc de moins 85% pour l'énergie solaire et moins 55% pour l'énergie éolienne entre seulement 2010 et 2019. Donc on a eu, ne serait-ce qu'au cours de la dernière décennie, de très forts progrès dans ces secteurs-là, et voilà, qui peuvent continuer et nous permettre d'aller plus loin grâce à ces énergies.
Malgré tout, même si on réussit cette transition énergétique, il va falloir aussi, qu'on consomme moins. Le GIEC, évoque pour la première fois, le terme de sobriété. C'était donc dans son rapport, donc sur les solutions qui est paru en avril 2022. Pour la première fois, le GIEC utilisait le terme de sufficiency, qu'en français on a traduit par, sobriété. Hem, qui qui se traduit, enfin qui se définit comme, le fait d'éviter des demandes, donc en énergie, mais pas seulement. On parle souvent de sobriété énergétique, mais on parle aussi de sobriété, dans l'utilisation des matériaux, des terres, de l'eau, dans cette notion de sobriété, il y a aussi la notion d'assurer le bien-être des personnes. Mais voilà, ce que nous dit Jack sur ce sujet-là, c'est qu'on ne peut pas atteindre nos objectifs climatiques en continuant à consommer autant. Donc il va falloir, voilà, mettre en place, des politiques de sobriété et que voilà, ça offre quand même un fort potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre puisqu'on parle d'une réduction de l'ordre de 40 à 70 sur tout ce qui concerne la demande, donc en énergie, en matériaux et cetera, d'ici à 2050. Donc c'est, voilà un fort poste sur lequel on peut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, en particulier dans les secteurs donc de l'électricité, des transports, des bâtiments et de l'alimentation et aussi de l'industrie. Quelques, exemples, concrets de ce qui peut permettre, à une échelle individuelle de réduire les émissions de gaz à effet de serre, en lien toujours avec cette notion de sobriété. Donc le fait d'éviter d'utiliser la voiture individuelle quand c'est possible, d'éviter de prendre l'avion, d'adopter plus de, mobilité active comme la marche ou le vélo, de consommer, moins de viande, d'utiliser plus les transports en commun. On a aussi la question de l'efficacité énergétique qui est importante, c'est-à-dire donc consommer moins d'énergie pour un même usage, donc par exemple en, rénovant les bâtiments pour avoir une meilleure isolation ou en déployant des moyens de production plus optimisés dans l'industrie. Et voilà, donc toutes ces mesures, elles offrent un grand potentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais il faut retenir que là, on ne parle pas, de petits gestes individuels et que c'est pas les petits gestes individuels qui vont, tout changer. Ça va nécessiter, pour réussir ces changements, des mesures politiques ambitieuses qui vont permettre de transformer les modèles actuels existants. Hem, un neuvième point, pour parler de l'adaptation, donc là, on vient de parler de solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais en parallèle, il faut aussi s'adapter, aux nouvelles conditions climatiques qui vont s'offrir à nous. Hem, un petit mot avant de parler de plus précisément de l'adaptation pour faire vraiment la distinction entre atténuation et adaptation. Donc l'atténuation, c'est ce dont je parlais juste avant, c'est ce qui, consiste à limiter, les effets du changement climatique, donc principalement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation, par contre, c'est quand on, s'adapte, aux nouvelles, conditions climatiques, et c'est quelque chose qui sera indispensable pour réduire les impacts du changement climatique qui ont déjà commencé et pour, voilà, anticiper les prochains qui vont venir. Donc pour vous donner des exemples d'adaptation, ça peut être, par exemple, aménager différemment nos villes, les végétaliser pour faire face aux vagues de chaleur. En agriculture, ça peut être de planter des espèces qui sont plus résistantes à la sécheresse, de faire en sorte que les sols soient plus riches, notamment, grâce à l'agroécologie. Donc voilà quelques exemples d'adaptation et ce que nous dit Jack, c'est que malheureusement, la plupart des actions qui sont aujourd'hui en place en termes d'adaptation, elles sont, inadaptées, en tout cas sur du long terme. C'est-à-dire qu'on a des, mesures d'adaptation qui sont prises, pour des secteurs isolés, pour des risques précis, qui sont souvent pensés à court terme et qui, donc n'ont pas forcément d'efficacité à long terme et qui peuvent même mener à ce qu'on appelle la maladaptation sur le long terme, c'est-à-dire, non seulement une inefficacité, mais aussi parfois ça peut aggraver les risques, voire creuser aussi des inégalités. Pour vous donner un exemple, la climatisation, c'est considéré comme un exemple de maladaptation puisque, certes, sur du court terme, ça peut permettre de lutter contre la chaleur, mais d'autre part, ça consomme beaucoup d'énergie, donc ça va émettre des émissions de gaz à effet de serre et aussi ça va creuser des inégalités puisque tout le monde n'a pas accès à la climatisation. Donc voilà, il y a des efforts à faire sur l'adaptation, il faut penser une adaptation sur le long terme avec des solutions qui existent, qui sont disponibles, mais c'est, un travail de long terme à mener et il faut aussi retenir que l'adaptation seule, ne sera pas, suffisante, d'une part puisqu'on a des options d'adaptation, on a beaucoup d'exemples, qui nous disent que à partir de certains niveaux de réchauffement, D plus 1,5 ou D plus 2 degrés, certaines options d'adaptation ne sont plus efficaces du tout et à côté de ça, on a aussi des, impacts climatiques auxquels on ne peut s'adapter, je pense, particulièrement à la montée des eaux, où on a des îles qui sont directement menacées par la montée des eaux et qui seront submergées, au cours du siècle à venir si on ne fait rien et pour le coup, elles ne peuvent pas s'adapter si ce n'est quitter leur île. Enfin, les habitants de ces îles ne peuvent pas s'adapter si ce n'est quitter leur île, ce qui évidemment n'est pas une option souhaitable.
Un dernier point pour terminer, un mot sur la coopération internationale. Le GIEC nous dit que c'est quelque chose qui sera indispensable pour réussir cette transition. Le GIEC nous dit qu'on ne pourra pas réussir cette transition sans un soutien économique et technologique des pays les plus développés aux pays en développement, donc à la fois sur de l'atténuation, donc sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et sur de l'adaptation. Et voilà, ça va nécessiter notamment une augmentation des financements des pays développés vers les pays en développement, au-delà des 100 milliards de dollars qui ont déjà été promis par le passé. Voilà, on a besoin de beaucoup plus de fonds pour financer cette transition. Et ce qu'on voilà, on peut retenir certains leviers que le GIEC indique pour une action efficace en faveur du climat. Donc, c'est ce que j'ai mis ici dans les cercles en bas. L'engagement politique, la gouvernance inclusive, la coopération internationale ou encore le partage de connaissances variées, notamment s'appuyer sur des connaissances autochtones, ce qui peut être essentiel dans certaines mesures, notamment dans l'adaptation. Voilà pour ces 10 points. Voilà, comme je le disais au début, forcément, pas quelque chose d'exhaustif. C'est compliqué de résumer des milliers de pages de rapport en 10 points, mais j'espère que c'était clair et que ça vous donne un bon aperçu de ce qu'il y avait dans ce rapport. Ce qu'on peut retenir en quelques mots, c'est que voilà, l'urgence climatique est là, que les conséquences sont déjà visibles, qu'elles seront de pire en pire avec des niveaux de réchauffement plus élevés, mais aussi qu'on a des solutions efficaces qui sont à notre portée à la fois pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et pour s'adapter à ces conséquences, mais que pour l'instant, il manque surtout une volonté politique forte pour les mettre en œuvre. Et voilà, qu'on a des options à notre portée. Et voilà. Et un tout dernier mot pour finir, pour aller un petit peu plus loin, pour vous donner des ressources complémentaires si vous voulez creuser un petit peu le sujet. Donc d'une part, bien sûr, le site du GIEC sur lequel vous pouvez retrouver bien sûr tous les rapports. Bon, pour la plupart en anglais, mais on a des résumés qui arrivent en français. Donc pour la partie 1, il y a déjà le résumé en français du rapport, le résumé pour les décideurs. Pour les autres parties, il va arriver normalement dans les semaines et mois à venir. Pour le coup, je n'ai pas d'informations sur le calendrier. Mais en tout cas, vous pouvez tout trouver et il y a des présentations, des graphiques qui sont vraiment très clairs sur le site du GIEC. Donc voilà, si vous avez un peu de temps, je vous invite à creuser le sujet. Le petit instant auto-promo aussi, donc sur le site du réseau Action Climat, on a aussi, nous, de notre côté, créé des décryptages donc, sur les différentes parties du rapport. Je vous invite notamment à regarder la partie 3 si vous voulez voir le lien avec les recommandations qu'on porte, nous, à l'échelle nationale. Et puis la synthèse, le décryptage pardon, de la synthèse qui est la publication la plus récente. Et on a fait également une version print qui reprend à peu près ce dont je viens de vous parler sur les 10 points clés. Si ça vous intéresse, on peut vous fournir cette version print. À côté de ça, voilà, nous on produit aussi des contenus sur les impacts du changement climatique. Et en 2023, on a créé un kit de formation sur le changement climatique. On est en train de créer un kit de formation qui s'adresse aux personnes qui ont des personnes à former elles-mêmes. Donc, si vous avez des bénévoles à former ou si vous êtes vous-même bénévole, vous voulez former du grand public, pardon, on est en train de préparer un kit clé en main avec des diapos toutes faites, avec des éléments, etc. Donc, si ça vous intéresse, je suis à votre disposition. Je vous ai mis mon contact voilà, en bas de la diapo. Voilà, j'ai fini ma présentation. Je laisse la parole à Amandine pour la session questions-réponses. Merci beaucoup, Benjamin. C'était très clair. Évidemment, le PowerPoint que tu as présenté sera disponible pour ceux qui le demanderont. Et puis, les éléments de ressources, les liens, etc. seront également disponibles sur le site, puisqu'on va faire une page où on mettra le replay de ce webinaire et donc il y aura un certain nombre de ressources. Mais c'est bien noté également pour ton contact. On va passer à la session de questions-réponses. Il y a déjà beaucoup de questions. N'hésitez pas à continuer à en poser. Et puis, si on n'a pas le temps de toutes les traiter, je les enverrai, moi, Benjamin. Voilà, ça le nourrira aussi. Puis, éventuellement, on pourra y répondre d'une autre manière. Il y a 2 premières questions, Benjamin, sur la question de la gestion de l'eau. Donc, est-ce que c'est un sujet un peu beaucoup passionnément abordé par le rapport du GIEC? Et en particulier, est-ce que le rapport du GIEC évoque des solutions, entre guillemets, comme les méga-bassines? Alors, je m'attendais un petit peu à cette question, qui n'est pas une question facile, bien sûr. Ce qu'on peut dire, c'est que oui, forcément, le GIEC évoque la question de l'eau. Pour le coup, on est dans la partie sur les solutions d'adaptation. Je dois vous avouer que sur le sujet, je ne maîtrise pas 100% la question, mais ce que nous dit le GIEC, c'est que
on doit prévoir des solutions à long terme. Euh, nous dit que, par exemple, l'irrigation, pardon, l'irrigation doit être faite de façon raisonnée et de manière à ne pas aggraver des sécheresses existantes. Pour répondre plus précisément sur la question des méga-bassines, le GIEC dit, il y a alors évidemment, il n'y a pas de recommandation, le GIEC ne dit pas il faut les utiliser, il ne faut pas les utiliser, mais ce qu'il nous dit, c'est que c'est mitigé. On a des réservoirs qui sont, enfin ce que dit le GIEC, c'est que les réservoirs ils sont coûteux, qui peuvent avoir des impacts environnementaux négatifs et qui ne seront pas suffisants. Ils ne seront pas suffisants partout et surtout au-delà de certains niveaux de réchauffement climatique. Mais il dit aussi que voilà, ça peut quand même réduire le risque de sécheresse et être bénéfique pour certains moyens de subsistance. Donc voilà, on a un peu une réponse à la normande, mi-figue, mi-raisin, où on dit oui, sur certains aspects, ça peut servir, mais que sur du long terme, ça peut aussi aggraver la sécheresse et créer des inégalités entre les agriculteurs. Ok, merci. Il y a une question sur les sols, avec le rôle des sols dans l'atténuation, notamment au changement climatique, avec le lien à l'agriculture et des pratiques à faire évoluer. Voilà, est-ce que le GIEC le rapport du GIEC aborde beaucoup ce sujet? Est-ce qu'il place le sol comme l'une des solutions majeures? Alors, je dois avouer que je n'ai pas travaillé en détail sur la question du sol. Ce que je peux vous dire, c'est sur la partie plus agriculture et donc gestion des sols par l'agriculture. Moi, j'ai travaillé notamment sur la question de l'agroécologie, où le GIEC nous dit que on n'a pas on n'a pas de preuves suffisantes. On se doute que l'agroécologie est bonne pour l'atténuation, mais pour l'instant, on a des preuves qui sont mitigées. Enfin, on n'a pas de preuves suffisamment claires sur la façon dont l'agroécologie peut diminuer les émissions de gaz à effet de serre. En revanche, sur la partie adaptation, l'agroécologie fait partie des solutions qui peuvent permettre une meilleure richesse des sols, qui ont des conséquences positives sur la biodiversité des sols, qui permettent une meilleure rétention de l'eau et une meilleure résistance aux événements extrêmes. Donc voilà, moi, ce que j'ai retenu, en tout cas, peut-être à creuser sur la partie atténuation, mais il me semble que le GIEC ne dit pas que sur l'atténuation, ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, en tout cas pas de façon claire pour l'instant. Mais par contre, sur la partie adaptation, donc résister aux futures conditions climatiques, voilà, le GIEC nous dit que ces principes agroécologiques permettent une meilleure gestion des sols. Ok, merci. Il y a aussi des questions sur l'énergie. Tu as présenté un graphique sur les ENR, les énergies renouvelables. Il y a une question, ou une remarque, disant que finalement, ces énergies renouvelables, elles sont aussi faites à partir de l'énergie fossile et d'un certain nombre de matériaux. Donc, concrètement, comment on fait? Est-ce que le bilan finalement est toujours positif? Et il y a une autre question sur l'extraction des énergies fossiles, avec l'acceptabilité de ces interdictions que tu mentionnais, notamment pour certains pays pour qui les recettes de cette extraction sont très importantes et en font la richesse. Donc, est-ce que ce sujet sur l'extraction fait l'objet de travaux et qu'est-ce qu'on en sait sur les pays qui sont extrêmement dépendants de l'extraction d'énergie fossile? Alors, la première question déjà sur les énergies renouvelables, alors ce qui est sûr, hein, c'est que les énergies renouvelables ne sont pas 100% propres. La question, c'est de voir avec quoi on les compare toujours. Ce qui est sûr, c'est qu'en comparaison avec des centrales à charbon, par exemple, c'est sûr qu'il n'y a pas de, il y a pas de comparaison possible. En fait, les ordres de grandeur sont très, très différents et elles sont beaucoup plus propres, on va dire, pour la planète que les énergies fossiles. Encore une fois, hein, le GIEC ne recommande pas de les utiliser, ne dit pas, nous, on est pour les énergies renouvelables. Ce que nous dit le GIEC, c'est que c'est aujourd'hui indispensable pour atteindre nos objectifs, donc pour réussir à rester sous 1,5 ou 2 degrés, de passer par des énergies renouvelables. En comparaison avec les autres sources d'énergie, c'est l'énergie la plus propre.
mais effectivement, ce n'est pas 100% propre. Et c'est pour ça qu'en parallèle de l'utilisation, enfin, du développement massif des énergies renouvelables, le GIEC nous dit aussi qu'il faut globalement limiter notre consommation d'énergie mondiale à travers des principes de sobriété. Donc voilà, quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'énergie 100% propre, il va falloir limiter notre consommation d'énergie. En ce qui concerne la partie extraction des fossiles, alors je ne suis pas sûr d'avoir compris à 100% la question, mais ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'en fait, encore une fois, le GIEC, enfin, je me répète un petit peu là-dessus, mais ne fait pas de recommandations politiques. En fait, ce que nous dit le GIEC, c'est que si on veut atteindre nos objectifs, on va devoir arrêter les énergies fossiles. Le GIEC nous montre différents chemins qu'il est possible de suivre et nous dit que si on suit un chemin dans lequel il y a encore des fossiles, on ne pourra pas atteindre ces objectifs. Mais il ne dit pas que ce chemin est préférable aux autres. Et, donc, certes, il y a des pays où ça va être très compliqué d'arrêter brutalement l'usage des énergies fossiles. Et voilà, il va falloir développer des alternatives, mais c'est pas vraiment le rôle du GIEC, en fait, derrière aller étudier, d'aller dire quel chemin on va prendre, en fait. Le GIEC nous propose plusieurs chemins et ensuite, c'est aux décideurs politiques de choisir quel chemin on va emprunter. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est pas forcément traité par le GIEC derrière sur comment les pays vont pouvoir faire ces choix. Ok, merci. Il y a une question de Paul qui demande s'il y a un pays au monde qui a pris des décisions politiques qui sont appliquées et qui entraînent vraiment un changement de fond, en gros, qui met sur les bonnes trajectoires. Alors, ce que nous dit le GIEC, c'est qu'on a certains pays qui, depuis le dernier rapport, donc le précédent rapport du GIEC, c'était en 2014, on a certains pays qui ont commencé à observer une baisse de leurs émissions de gaz à effet de serre, mais ça reste vraiment à la marge. Je crois, alors de mémoire, hein, je ne veux pas dire de bêtises, donc on n'est pas pour argent comptant, mais de mémoire, c'est une vingtaine de pays qui ont réussi à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre depuis le précédent rapport du GIEC. Mais ça reste quelque chose de très à la marge. Pour l'instant, on a plutôt des solutions qui ont été étudiées à l'échelle locale, mais voilà, à l'échelle internationale, on n'a pas de pays qui aurait appliqué tout ce que dit le GIEC pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour en savoir plus, en fait, il faudrait avoir plus de recul là-dessus. En tout cas, sur ce 6e rapport, c'est trop tôt pour le dire puisqu'il est sorti dans les dernières années. Donc, on n'a pas encore de recul sur les résultats. Merci. Il y a une question sur les modalités d'action, une question qui fait référence notamment au projet de Total en Ouganda, comment on peut faire pour agir contre les lobbies. Il y a une question pour faire évoluer la stratégie nationale bas carbone. Il y a une question sur le RAC et son lien au niveau européen, est-ce qu'il existe un réseau international? Donc, est-ce que tu peux nous dire peut-être comment le RAC agit justement pour répondre à tous ces points et comment on fait pour agir concrètement aujourd'hui pour répondre aux enjeux? Très bien. Oui, alors là, pour le coup, on sort un petit peu du contexte du rapport du GIEC. Effectivement, par exemple, un projet comme le projet EACOP de Total, c'est en contradiction avec ce que je disais sur l'arrêt de l'investissement dans les énergies fossiles. Ce qu'on peut faire, c'est agir sur les politiques publiques. Nous, concrètement, Réseau Action Climat, donc c'est moins mon domaine à moi, mais on a dans l'équipe des chargés de plaidoyer qui concrètement discutent avec des décideurs politiques pour essayer d'œuvrer pour des mesures politiques plus ambitieuses en faveur du climat. Donc voilà, c'est des négociations à l'échelle nationale déjà, en tout cas pour nous, sur voilà, aller discuter avec les décideurs politiques. D'ailleurs, je dis à l'échelle nationale, mais c'est aussi à une échelle beaucoup plus locale sur des collectivités territoriales. Et on a aussi en fait des négociations à l'échelle internationale. On entend souvent dire que les COP, ça sert plus à rien, que parfois on entend même que c'est du greenwashing, et cetera. Alors certes, les COP sont loin d'être parfaites, notamment parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de lobby qui sont très présents au cours des COP. Malgré tout, les COP, c'est aujourd'hui le seul espace de discussion internationale pour beaucoup de pays, notamment de petits pays qui sont directement impactés par les impacts du changement climatique.
Et voilà, et c'est dans ces espaces de négociation qu'on peut aller chercher des objectifs plus ambitieux, typiquement, l'accord de Paris, de 2015 qui fixe, les objectifs, en dessous de 2 degrés et le plus proche possible de 1,5 degré. C'est dans une COP, hein, qu'il a été, négocié cet accord. Donc voilà, ça passe par des négociations internationales, c'est des processus qui sont longs, qui sont malheureusement, souvent, difficiles face à des lobbies qui sont très puissants. Mais ça, voilà, ça passe par ces espaces de négociation et voilà, et pour répondre à la dernière question, oui, nous, donc le réseau Action Climat, c'est une antenne, française, d'un réseau international qui s'appelle le Climate Action Network, qui a, des antennes partout dans le monde, ce qui nous permet de nous coordonner, notamment pour participer à ces COP. Et on a aussi un CAN Europe avec lequel on travaille. Donc on va, voilà, travailler à l'échelle européenne sur, des lois européennes notamment, qui se discutent au Parlement européen pour, encore une fois, avoir des mesures climatiques, le plus ambitieuses possible. Merci. Tu faisais référence aussi à un certain nombre d'outils, encore une fois, qu'on va mettre à disposition. Et puis celles et ceux d'entre vous qui veulent recevoir le PowerPoint peuvent voilà, m'envoyer un mail ou mettre leur mail dans la conversation. Il y a une question sur la fresque du climat. Que pense l'Oracle de cet outil? Est-ce que vous l'utilisez? Alors que pensons-nous de cet outil? Là, pour le coup, ce serait mon avis personnel. Je pense que c'est un super outil et ce qui est super, c'est qu'il a vraiment, essaimé partout et on l'a vu vraiment partout. Donc voilà, c'est bien de voir qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse et qui se forme au climat. Et qu'en plus, c'est un outil dont on peut se saisir pour devenir soi-même formateur. Donc voilà, il y a un côté, cercle vertueux. Donc voilà, c'est super qu'un outil comme ça existe et ait pris autant d'ampleur, au cours de ces derniers mois, voire, années. Si je devais mettre une petite critique, personnelle, c'est que peut-être ça manque un petit peu d'une partie solution. On a quand même beaucoup tourné, sur les impacts, du changement climatique et peut-être que ça manque de concret sur la partie solution. Mais, voilà, globalement, je trouve que c'est, un super outil. Et est-ce qu'on l'utilise nous? Non. Non pas par manque de volonté, mais parce qu'en fait, la partie, sensibilisation au réseau Action Climat, pour l'instant, ne passe pas par du face public. Donc voilà, pour l'instant, on produit des outils en ligne. On verra si on développe, des ateliers face public un petit peu plus tard. Mais en fait, nous, comme on est, coordinateur d'un réseau d'acteurs, on va plutôt fournir des outils à nos associations membres dont je parlais tout à l'heure, dont Greenpeace, dont Care France, par exemple. On va leur fournir des outils, sur le changement climatique, dont par exemple le kit de formation dont je parlais tout à l'heure, et eux vont pouvoir s'en saisir pour, mener, des ateliers avec leurs bénévoles, avec leurs groupes locaux, et cetera, et cetera. Très bien. Il est 9h29. Donc ce webinaire touche à sa fin. Merci beaucoup, Benjamin. Et je relais les remerciements qu'il y a dans la discussion de ce webinaire. Donc encore une fois, on mettra ce webinaire en ligne aujourd'hui ou demain. Donc n'hésitez pas à le revoir ou le relayer. Et puis voilà, Benjamin va me transférer de nouveau et son PowerPoint et quelques sources. Donc elles seront disponibles sur le site du Pacte du pouvoir de vivre. Voilà, merci à toutes et à tous. Bonne journée Benjamin. Et à Merci bientôt. beaucoup, bonne journée. Au revoir.